Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 27 décembre 2024. Très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale entre Noël et le jour de l'an. Comme je vous disais la semaine dernière, on va poursuivre la revue de l'année avec des journalistes techno que j'aime bien. Et cette semaine, c'est Maxime Johnson et Carl-Édouard Michel qui ont accepté mon invitation. Et puis, j'ai aussi en réserve pour vous un petit récoul de réflexion pour vous aider à tenir en cette période des fêtes. Et avant eux, je vais vous présenter deux invités vraiment spéciaux. C'est devenu une habitude pour moi de profiter de cette période pour vous offrir de longues entrevues. Alors, j'ai pour vous une grande rencontre avec l'homme de publicité Jean-Jacques Streliski qui vient d'accrocher son sarrau de professeur et une autre rencontre avec cette fois le philosophe du numérique Hervé Fischer. Alors, voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Luc Dupuis, un fidèle de Mon Carnet, Marc Lompré, Nathalie Ouellette, Mélissa Brigaud et Denis Galland. Merci à vous 5 pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Mon invité, c'est l'une des figures les plus influentes de la publicité québécoise depuis les années 70. Et puis, dans son actualité plus récente, il a accroché son titre de professeur de HEC Montréal, où il a enseigné la publicité pendant 25 ans. Je voulais le rencontrer pour faire le point avec lui sur sa vision de la publicité aujourd'hui, notamment dans le contexte de l'IA, qui est maintenant utilisée par les créatifs. Mais aussi, je voulais revenir sur le chemin parcouru depuis ses débuts. Voilà ma rencontre avec le professeur Jean-Jacques Streliski, maintenant à la retraite. Et puis, cette fin de session à l'université, comment c'était? C'était, comment dirais-je, c'était un peu bizarre parce que quand tu sais que c'est la dernière et que tu as passé tant d'années dans ces lieux-là avec les étudiants, les profs, la vie de l'université comme telle. Et puis du jour au lendemain, bah, tu sais que ça va s'arrêter et ça s'est arrêté. Et on a un sentiment mitigé, c'est-à-dire que d'un côté, on est ravi d'avoir accompli ce qu'on a pu accomplir, et puis aussi, on est un peu triste parce il faut savoir tourner les pages, hein, c'est l'existence qui veut ça. Donc, je me suis trouvé dans cet état d'âme qui n'est pas comment dirais-je, le plus réjouissant, mais c'est pas grave, je suis un optimiste, comme tu sais, et puis je vais me réadapter très très vite à ma nouvelle condition. Du reste, que j'ai envie aussi de savourer un peu de temps à moi. Donc, ce que toi et moi, nous n'avons jamais eu dans notre vie, et de voir si je suis capable justement de cette sagesse-là. Et c'est pour ça il va falloir que je l'occupe d'une façon différente et surtout moins agité et moins, oui, c'est ça, moins occupé à tout le moins. Voilà. Mais d'avoir droit à autant d'hommages de son vivant, parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, je regardais tout ce qui s'écrivait, tout ce qui se disait, je dis, mais il est pas mort, il est encore vivant, et puis on voyait tout ça arriver. Ça doit faire quand même quelque chose de pouvoir en profiter. Mais c'est génial, et j'ai dit à ma femme, tu vois, quand je serai mort, je ne saurais pas ce que les gens ont pensé de moi. Tandis que là, au moins, il y a des bonnes choses, donc ça me rassure. Je sais que tous mes amis Facebook ne seront pas à mon enterrement, mais au moins ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Alors oui, au-delà du fait que ça satisfasse un peu l'ego, un peu trop d'ailleurs, mais oui, ça fait du bien ces témoignages. Ça fait du bien parce qu'il et beaucoup de gens de milieux différents, que ce soit des étudiants, des collègues professeurs, que ce soit des gens des médias ou tout simplement les gens que j'ai fréquentés le plus longtemps dans ma vie, c'est-à-dire les gens de pub. Oui, ça fait du bien, ça prouve qu'on n'a pas toujours été l'imposteur qu'on pensait être, quoi. Je veux dire, je me disais, dans le fond, 25 ans d'imposture, il doit y avoir quelque chose. En tout cas, ça a marqué bien des gens. Oui. Mais justement, parce que tu mentionnais les publicitaires, tu as été, de ta vie professionnelle, tu as été j'allais dire presque de toutes les grandes campagnes, de toutes les grandes agences. Mais à un moment donné, c'est que tu as fait le choix d'aller partager
ce savoir-là, cette expérience-là, avec des étudiants pour préparer des nouvelles générations de gens qui allaient être des communicateurs, des marketeurs. À quel moment tu t'es dit c'est important de partager ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Ta question est excellente, Bruno, parce que c'est une vraie question que je me suis posée. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de choses, ou des nuances, peut-être pas des grandes choses, mais qu'il fallait changer, à savoir la relation entre les clients, les agences, les créatifs et les responsables de compte, la stratégie, la création. Il y a des choses, tu sais, c'est comme ajuster les boulons. Tu sais, dans une belle mécanique, tous les boulons sont ajustés. Or, c'était pas le cas. C'était pas le cas parce il y avait des incompréhensions de part et d'autre, il y avait des préjugés, il y avait quand même pas mal de choses que je trouvais déplaisantes. Et je me suis dit, dans le fond, c'est peut-être ça où je vais me sentir le plus utile, c'est-à-dire d'aller, moi qui viens de ce monde-là, et j'ai fait mon temps dans ces agences-là et et ces grandes campagnes, mais je me suis dit, pourquoi pas travailler à mettre au point quelque chose qui va, dans une certaine mesure, pas, c'est jamais parfait, mais corriger ça. Et je m'étais pas trompé. Je m'étais pas trompé parce que quand on a créé ce DESS de toutes pièces, il y a quand même très longtemps, à la HEC Montréal, avec la collaboration de l'industrie, avec la Mhm. collaboration de l'ADEC, qui s'appelait à l'époque l'Association des dirigeants, et puis aussi le Publicité Club, on a quand même travaillé main dans la main et ce diplôme, ce programme a connu beaucoup de succès. Donc, tu sais, on a formé, bon an, mal an, peut-être 500, 600 professionnels, tu vois, de notre industrie et des gens, parmi lesquels aujourd'hui des grands noms, des gens qui ont fort bien réussi et puis et puis tous, ils ont été sympas. M'ont dit, tu sais, justement, tu nous as fine-tuné le truc, toi, il y avait un fine-tuning à faire. Et moi, je suis allergique aux préjugés. Tu vois, j'ai vraiment ça m'énerve parce que ça se voit, c'est gros un préjugé, ça se voit. Et je disais, attention, il y a des préjugés, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc, il faut passer outre, il faut changer ça, ou il faut corriger ça en donnant de soi-même, en discutant, en dialoguant, etc., pour arriver à faire quelque chose qui a du sens. Et c'est la raison pour laquelle je me suis tant investi dans ce qu'on appelle la stratégie créative. Tu connais l'agence TBWA, évidemment. Le B de TBWA, c'est un ami, je l'ai bien connu, c'est Claude Bonange. Et Claude Bonange était un stratège réputé en France. Et j'avais travaillé quelque temps dans leur bureau parce qu'ils nous avaient hébergés quand on est allé à Paris avec Yves Gougou. Et on parlait de cette notion de stratégie. Je lui disais, tu sais, on dirait que la stratégie est trop éloignée de ce qui est. Mais il m'a dit, mais tu as raison, parce qu'il dit, la stratégie, c'est la création avant la création. J'avais trouvé cette phrase extrêmement importante, Et extrêmement c'est forte. vrai. Et c'est vrai. Ouais. Car quand tu as une stratégie plate, tu risques d'avoir une création médiocre. Ouais. Donc, et c'est souvent ça. Et il m'avait dit, la première idée, elle doit être dans la stratégie. J'ai toujours respecté cette phrase, j'ai toujours adoré cette phrase pour arriver à un résultat, somme toute, probant, à telle enseigne qu'à un moment donné, je vais te raconter le petit secret de la campagne profession épicier, c'est il y avait une équipe de BCP qui était venue à Paris pour travailler avec moi, c'était un pitch secret, et, euh, et je voyais bien que la phrase que j'avais écrite pour la stratégie, c'était profession épicier. Puis j'avais dit à mes créatifs, maintenant il faut la mettre, il faut, tu sais, faut la rendre vivante parce que je trouve ça un peu plate. Puis, bon. Puis à un moment donné, ils ne trouvaient pas. Ben, je dis, écoutez, vous allez me trouver baveux, mais ça va être ça la signature, ça va être ça le positionnement. Ben oui, mais c'était ça. Et c'était ça. Ah Et ouais. ça a duré 20 ans au Québec, cette affaire-là. Donc, tu vois, une stratégie créative, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait sens au départ dans la stratégie et
qui se verbalise, si tu veux, sous une forme extrêmement acceptable pour le commun. Alors, c'était vraiment un coup. J'étais très content de mon coup. Je sais que les créatifs qui étaient venus à Paris, ils m'ont trouvé rough sur le coup. Mais après, il y a Brigitte Lieberman a écrit quelque chose. Elle m'a dit, mais tu avais tellement raison, c'était tellement ça qu'il fallait dire qu'il n'y avait pas d'autre chose à dire. Alors, c'est pas pour me vanter, mais je veux dire, Ah non. toi, c'est pour te dire où est l'ingrédient stratégique dans tout ça, quoi. C'est, c'est le premier ingrédient créatif. Je vais revenir au prof un instant, puis après, on va Oui, retourner au publiciste. C'est quoi la plus grande leçon que tu espères avoir laissée à tous ces étudiants que tu as rencontrés dans ta carrière de prof? je pense avoir laissé une dose d'humanisme parce que à l'université, et on l'oublie parfois, on forme des humains. Et être humain, c'est être humain dans le choix qu'on a fait de sa spécialité universitaire. Mais il faut mettre de soi, de sa connaissance, des connaissances évidemment des professeurs, etc., de l'enseignement, de la matière qu'on a reçue. Mais ces choses n'ont pas de sens si elles ne servent pas la cause de l'humain. Et tu vois bien tout le débat, et puis peut-être que tu vas m'amener là tout à l'heure, mais sur l'intelligence artificielle, et je te vois vraiment très, je te lis abondamment parce que tu fais partie des gens qui disent des choses sérieuses et qui interviewent des gens importants. Mais c'est vrai que tout ça, toute cette formidable technologie n'a de sens que si elle sert la cause humaine. Et si elle ne fait pas ça, alors on est dans une mauvaise passe. Et j'ai pas peur des mots. Donc, c'est la raison pour laquelle, mais je vois plein de gens qui réfléchissent comme moi aussi à ce niveau-là. Et tu vois, pour revenir à ta question, l'université, à l'époque, au départ, c'est les humanistes, c'est les grandes Mhm. humanités, c'est la philosophie, la sociologie, etc. Et il faut que chaque université, quelle que soit sa spécialité et son degré de sophistication, parce que les facultés de médecine, etc., etc., et il faut qu'on remette l'humain au milieu de cette dynamique, parce que on vit une drôle de période. On vit une drôle de période et c'est vrai que j'ai écrit un papier qui s'appelle L'incertitude en héritage et c'est vrai que Ouais. c'est ça que je laisse. Malheureusement, je peux pas dire, tiens, voilà, on a réalisé ça. Comme on peut le faire les boomers à une certaine époque, après la guerre, de faire un monde tu sais, qui était assez idéal selon eux. Bon, ils ont oublié un paquet de gens là-dedans, mais là, on est rendu pas mal à cette limite-là je sais que l'humain a plein de ressources et Ouais. que là, aujourd'hui, la technologie va aussi nous aider, Dieu merci, à cela, mais être humain, ça veut dire être lucide, ça veut dire regarder les monstres en face, ça veut dire travailler fort pour corriger certains aspects qui nous paraissent délétères. Donc, et il faut, oui, oui, il faut. Oui, l'université, pour moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les étudiants, c'est qu'on soit tous lucides, qu'on soit tous objectifs, parce que ça, c'est très difficile à installer, et surtout qu'on soit, qu'on soit dans le partage de quelque chose qui nous ressemble. Donc, c'est au-delà de la matière qu'on a à apprendre et à maîtriser, etc. Donc, c'est beaucoup de nuances, c'est beaucoup de choses, Mhm. c'est beaucoup de travail, mais c'est essentiel. Mais la période trouble dont tu parles, est-ce que ça a vraiment commencé avec, il y a 2 ans, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ou t'intègres même l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée d'Internet, où ça a été un moment clé de chambardement, où il a commencé à quelque chose qui a bougé? Il est certain que, et il y a son nom m'échappe, de Pierre Giorgini, et qui a écrit ce livre qui s'appelle La transition fulgurante. Et il parle bien de ce moment où tout à coup, euh, le numérique, Internet, change non seulement des choses, mais change
je le crains aussi, la civilisation. C'est-à-dire que autant il y a eu la civilisation de l'imprimerie, autant il y aura la civilisation du numérique. Ouais. Et le numérique est un changement de civilisation. Il faut l'accepter comme tel. On peut plus rien faire. Là, c'est trop Mais, tard. mais est-ce que tu es d'accord en disant que c'est à partir du moment de l'Internet que la communication est plus seulement unidirectionnelle, mais qu'elle devient bidirectionnelle? C'est juste que jusqu'à là, les émetteurs émettaient, pour faire un clin d'œil à McLuhan, mais à partir de l'Internet, le citoyen, le consommateur, réagit, peut donner son avis, et c'est là où l'équilibre commence à basculer. Ben, et tu le sais très bien, il y a eu le 1.0 qui était encore unidirectionnel, puis tout à coup, il y a eu le 2.0. Et c'est le 2.0 qui a véritablement tout changé. Et puis, Tim Wenders l'avait dit, il croyait avoir inventé un outil de grande démocratisation et qui permettrait, et puis dernièrement, il est décédé, je pense, il n'y a pas longtemps, non? Non, je sais pas. Non. Euh, je pense pas Non, encore. non, pas- en tout cas. Il regrettait, enfin, il regrettait, il avait un mauvais sentiment du fait que ce qu'il avait inventé était utilisé à mauvais escient. Donc, alors oui, les médias sociaux, alors oui, tout ça, mais puis je dois venir dans ta question quelque chose de plus ancien encore, là. Il est certain que l'imprimerie a tout changé. Il est certain que l'invention de la roue a tout changé. Il y a des moments de civilisation où la technologie pose son dévolu et il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Il faut accepter ça. Il faut travailler en ce sens d'arriver à quelque chose qui fait sens, justement, tiens. Voilà, alors, j'ai pas peur d'Internet. Internet j'en connais les bons points, j'en connais les travers, et puis je m'adapte, et puis je fais ma propre sauce. Mais il est vrai que ça prend des proportions qui sont un peu toxiques à certains, sous certains aspects, même sous les aspects politiques, puisque tu vois bien comment la chose est manipulée aujourd'hui par des gens qui ont le génie de la manipulation, donc c'est sûr. Comment le créatif que tu étais à tes 25 ans, à tes 30 ans, comment il travaillerait aujourd'hui dans le contexte où on est, justement avec tous ces éléments-là qui sont destructifs? Pour être disruptif, ils le sont. Je pense que j'aimerais ça. Je pense que le jeune que j'ai été aurait tripé sur ces trucs-là, comme j'ai tripé à mon époque. Tu sais, j'étais à l'école de journalisme à Paris, et puis c'était le début des médias, de la maîtrise des médias audiovisuels. Donc, tu sais, tu rêvais d'être Léon Zitrone, là. Tu rêvais d'être un grand, là. Ou d'un grand journal, mais l'audiovisuel m'emballait. Puis on a fait des reportages avec des copains de l'école, on est allé en Turquie, en Iran, tout ça. C'était, c'était passionnant. Et puis aussi, mais il y avait aussi le fait qu'on était alimenté par la découverte du monde, tu sais, donc c'est pas du tout la même époque. Je suis vraiment un boomer achevé, un 68 ans de conscience. Enfin, tu vois, le contexte dans lequel je me suis trouvé. Donc, le jeune à qui tu parles, il aurait été sans doute très motivé par ces choses-là. Écoute, comme je te dis, j'ai déménagé, donc il y a des archives, on retrouve des trucs. Je lisais dans un livre qui a été fait sur la campagne du lait, que laquelle j'ai participé à l'initiation, et ça dit que j'étais tellement motivé que, tu sais, j'avais amené mon propre système de son parce que je suis un maniaque de musique, puis j'avais des amplis ronds qui étaient les Ellipson, c'était une très bonne marque, et j'avais cassé ma tirelire pour m'acheter ça, mais chez nous, j'avais ça. Eh ben, je l'avais amené à l'agence parce qu'il y avait un jingle, et puis je voulais du bon son, puis gars qui avait fait la musique, il en revenait pas, quoi. Il dit, c'est incroyable que quelqu'un ait un système de son comme ça. Donc, je l'avais amené à l'agence et on avait fait jouer notre jingle devant le client le jour du pitch. Et je veux dire, c'était incroyable. C'était C'était l'époque la de... première expérience immersive, ça. Oui, c'était la plus grande, c'était la première expérience immersive et j'en avais saisi l'impact. Tu comprends? Parce qu'on avait eu le budget à PNM2, on avait gagné le budget et c'était je bois mon lait comme ça me plaît ou avant un air de liberté, je sais pas quoi. Mais il y avait le client était
t'es collé au mur, là, tellement c'était, c'était de l'époque. Mais tu sais, j'avais fait un pastiche de Michel Fugain, là, c'était le Big Bazar, mais c'était ça à l'époque, Oui, mais hein. c'est ça, mais tu étais de ton époque. Mais je veux Ah, revenir à quelque chose que tu as dit. Je l'avais oui, jamais entendu auparavant. Tu as fait une école de journalisme. oui, oui, bien Bon, sûr. mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as bifurqué du côté de la communication et que tu n'as pas poursuivi dans le monde du journalisme? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Eh bien, je vais te le dire, et tu vas voir ma haine des préjugés. Je suis arrivé au Québec et il n'y avait pas de job pour les Français et il n'y avait pas de job pour les journalistes français de surcroît. Ah ouais. On comprend parce que donc j'ai frappé à toutes les portes. J'ai connu bien des gens et je me suis fait beaucoup d'amis après, mais j'ai pas trouvé de job. Donc il fallait que je me nourrisse, hein. J'avais pas d'enfants, j'étais célibataire, mais il fallait que je gagne mon pain et paye mon loyer, comme tout le monde. Et mon premier salaire, je pense, ça a été 11 000 ou 12 000 dollars par année de l'époque, là. C'était quand même bien. C'était quand même correct, oui, oui, Oui. oui, bien sûr. Mais j'ai, euh, ces discussions entre le journalisme et la publicité, je l'aborde encore aujourd'hui. C'est drôle que tu poses cette question parce que j'ai abordé cette discussion avec Sylvain Lafrance, que tu connais bien et qui est devenu un grand ami puis un collègue fantastique. Et je lui avais dit un jour dans un souper où les gens de médias se rencontraient, et puis par hasard, il y avait le vice-président de Radio-Canada, ce qu'on ne voyait jamais. Les gens de pub voyaient les vendeurs de pub, mais on ne voyait jamais les dirigeants, jamais, jamais. Et moi, je déplorais ça. Donc, j'avais dit à Sylvain Lafrance, vous savez, monsieur Lafrance, on, on se connaît pas. On se connaît pas et c'est dommage parce qu'on a besoin les uns des autres. Et cette discussion, il s'en souvenait quand même, hein. Je l'ai repris quelques années plus tard, je comprends, peut-être une vingtaine d'années plus tard. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer le diplôme sur médias, marketing et marque pour montrer que nous étions tous dans le même creuset, qu'il fallait en respecter évidemment les cadres éthiques, professionnels, déontologiques, mais faut aussi admettre qu'on a besoin des autres. Donc, vivons ensemble, travaillons à des formats intelligents. Tu sais, quand j'ai regardé la cérémonie des Jeux Olympiques à l'ouverture à Paris, qui était un fiasco total, ok, on a bien compris que le format qui était imposé, c'était un format nord-américain, des États-Uniens, ok, que le Canada suit comme ça, et qui a fait que dans les retransmissions, en particulier au Québec et en français, ben, la pauvre Céline Galipo, à sa place, j'aurais été paniqué aussi, parce que et puis, c'était pas gentil pour Céline Dion, mais on, on a bien vu que là, il y avait quelque chose qui allait pas parce que le rythme à laquelle la pub arrivait, c'était contre-productif par rapport à l'événement lui-même. Donc, tu vois, c'est facile entre nous de dire, bon, ben, pour des événements de ce type-là, il n'y a pas de pub, et puis il y en aura plus à la fin et au milieu. Mais au milieu, on fait une pause. Il y a moyen d'être intelligent et c'est moi ce que je regarde. Ouais, que je dis et que j'ai dit l'autre fois dans ma dernière conférence, je dis, est-ce qu'on pourrait être intelligent dans certains cas? Il ne s'agit pas d'imposer des cadres stricts, mais il s'agit de penser un petit peu avec sa tête, alors que cet événement, il était absolument magnifique. Ouais. Magnifique. D'avoir de la flexibilité à l'occasion, ça peut aider. Ça aide l'un comme l'autre, hein. Les deux, L'un c'est comme ça. l'autre. Ouais. L'un comme l'autre, c'est ça. C'est la flexibilité. Tu as raison. Il y a quelque chose qu'il faut retrouver. Moi, bon, d'accord, j'ai fait une école de journalisme, mais mon père, en plus, était dirigeant d'un journal quotidien en France. Donc, je sais ce que c'est. Et mon père avait les deux chapeaux, c'est-à-dire, il fallait que les journalistes fassent un bon boulot de journaliste, puis il fallait que de l'autre côté, il y ait de la pub et de la réclame dans le journal, parce que sinon, ça marchait pas, quoi. Donc, il avait ces angoisses-là tout le temps. Mais à aucun moment, ça lui serait donné l'idée de dire, ben, tu vas dire telle chose à un journaliste parce que tel annonceur a fait ci, fait ça. Ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un dialogue formel entre la direction commerciale, entre la direction générale, entre le rédacteur en chef, pour dire, ben, entendons-nous, j'ai jamais entendu parler de problème quelconque à ce niveau-là. C'est dans le dialogue qu'on résout les choses. C'est pas dans les préjugés et les clivages comme on fait souvent.
Jean-Jacques, je veux t'entendre sur le fait de l'évolution de la publicité. Et je t'explique d'où je viens avec ça. Depuis presque toujours, la publicité, elle était ou sur des grands panneaux, ou elle était dans un quotidien, dans un journal, ou elle était à la télé. Puis là, du jour au lendemain, la publicité, elle apparaît dans le creux de la main des gens. La publicité est devenue très intime dans la vie des gens. Comment toi, comme publicitaire, comme créateur aussi, comment tu vois ça, cette évolution de la publicité grand public à de la publicité intime? Ben, t'emploies le mot intime, moi je vais jusqu'à employer le mot invasif. C'est-à-dire que la publicité prend actuellement le défaut, entre guillemets, d'un surplus de marketing. Donc, Ah, qui se résume à la science de l'efficacité, de la mesure, du ciblage, de mhm. l'hyper-ciblage, qui fait qu'à telle enseigne, on ne peut plus acheter quelque chose sans être ressollicité comme 2 minutes après l'achat pour la même chose par d'autres marques, etc., parce que les données se sont vendues, etc. Alors, qu'elle soit intime, la publicité, ça me dérange pas. Qu'elle soit invasive, ça me dérange, parce qu'elle se tire dans le pied quand elle fait ça. Et ça, c'est un peu dangereux. Alors, la publicité qui est un agent indispensable du bon commerce, parce que c'est de commerce dont il ne Mhm. s'agit pas de marketing. Le Ouais. marketing, c'est une science inventée pour le commerce, mais je veux dire, ça n'est pas quelque chose, c'est pas une science exacte, le marketing. C'est pas. Donc, on n'a pas compris que le premier vecteur, c'est le commerce, et le deuxième, c'est le marketing. Là, on met le marketing devant le commerce, et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Alors, c'est là où moi, j'ai des choses à dire. Je sais pas, mais je pense des choses par rapport à ça de façon très, Mais je très. veux les entendre. Eh bien, c'est ça. Je te dis, il y a trop de pubs, il y a trop de sollicitations. Voilà, je devrais dire sollicitations de tout bord, tout côté. Alors, mais en plus, les fake news, mais en plus, toutes les sollicitations qu'on a par l'intermédiaire du web. Je veux dire, tu sais, dans un rapport Microsoft, je pense, on en disait on était rendu à l'attention du poisson rouge. Euh, je sais pas comment on a fait pour vérifier le code d'attention d'un poisson rouge, mais toujours est-il que il y a, et puis c'est là où travaille mon collègue de la France, il y a une perversion sur la découvrabilité, c'est-à-dire découvrir quelque chose qui fait sens aujourd'hui, c'est très Mhm. difficile. Et puis d'autre part, il y a quelque chose qui s'appelle l'infobésité, qui fait que on est coincé entre ces deux trucs-là, ces deux mâchoires-là, qui font que aujourd'hui, la bonne publicité, il y en a, Dieu merci, elle a du mal elle a du mal à se distinguer. Et puis, il y a aussi le phénomène des bloqueurs de pub. Et puis, j'ai beaucoup de mes collègues, professionnels ou professeurs, qui en ont. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce trop-plein devient toxique. Et tu sais, je fais souvent la joke à mes étudiants, à leur dire, écoutez, moi j'aime beaucoup la choucroute. Si j'en mange une, je suis ravi, mais vraiment. Si on me resserre de la choucroute le lendemain, bah, je dis, bon, bah, elle était bonne, c'est vrai, mais si vous m'en donnez 3 4 5 6 jours après, je, je pense que je vais pas être content. Donc, vous voyez, on est dans ce phénomène de surabondance de la sollicitation. C'est plus que de l'information, c'est de la sollicitation. Et l'information fait partie de ça. Hein, et le phénomène du wokisme fait partie de ça. Donc, on est là-dedans, dans cette espèce de lessiveuse qui ne veut plus s'arrêter. Et je pense que ça donne le vertige. Voilà. Tu l'as mentionné tout à l'heure et tu pensais bien que j'allais t'amener là, alors je saute à pieds joints là-dessus. L'intelligence artificielle. Oui. C'est à la fois un outil, ça pourrait devenir un moyen, ça pourrait même pour certains devenir une fin. Oui. Toi, comment tu entrevois ça comme créatif, comme communicateur, comme homme de pub, l'intelligence artificielle dans son ensemble? Ben, écoute, tu connais notre ami Levax, qui est sociologue, hein, qui est sociologue et qui s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Il est partagé lui aussi, parce qu'on est tous partagés. On voit le génie de ça. On voit l'apport du grand serviteur que peut être l'intelligence artificielle. Faire des tâches qui sont administratives, qui sont répétitives, qui sont
qui sont fatigantes, etc., etc. Donc, puis qui sont intéressantes. Je veux dire que ChatGPT est en train de se sophistiquer beaucoup. Oui, je le consulte abondamment. J'y trouve évidemment des failles, mais c'est pas grave, il n'y a rien de parfait. Donc, si l'intelligence artificielle, c'est ce grand serviteur de l'humanité, elle a tout à fait son rôle, elle est tout à fait légitime, en autant que derrière l'intelligence artificielle, il y ait aussi des humains qui ont Mhm. conscience de l'humain, celle que j'évoquais tout à l'heure. Alors ça, oui, euh, je suis un pro intelligence artificielle. Maintenant, Fabien Nozac, il nous disait que l'intelligence artificielle a tendance à se nourrir de ce que produit l'intelligence artificielle. Alors là, c'est dangereux, parce que là, ça devient, tu sais, les intelligences artificielles se reproduisent entre elles. Tu sais ce que ça fait des êtres qui se reproduisent entre eux? Ça fait pas des enfants forts. Alors donc, on est dans ce schéma-là où il va falloir être extrêmement, extrêmement vigilant. Tout le monde a cité un message de Coca-Cola qui avait été fait jadis, merveilleux, avec des humains, des vrais, avec un jingle qui avait tapé fort, fort, fort. Et on l'a repris cette année avec la même chanson qui avait vraiment plu, mais toutes les images avaient été générées par l'intelligence artificielle. C'est très bien fait, c'est très bien fait. Mais tout à coup, les gens l'aiment moins, cette publicité. Ils savent pas pourquoi quand on le teste. Ben, ils savent pas pourquoi parce que ces images qui sont générées artificiellement, elles ont quelque chose de déshumanisé. Et c'est peut-être inconscient, c'est peut-être difficile à détecter chez les gens, chez les kidam, mais chez les professionnels, en tous les cas, c'est ce que disait Fabien, ça s'est vu. Et avec la perversion que rien n'a été payé. Tout, tout a été. Il n'y a pas de musiciens qui ont été payés, il n'y a pas d'acteurs qui ont été payés, il n'y a pas. Tu comprends, il n'y a pas des gens qui ont fait les effets spéciaux qui ont été payés, il n'y a pas tout ça, là. Donc, c'est ça qui fait que tout à coup, elle se suffit à elle-même, cette intelligence artificielle. Et ça, je pense que c'est nocif. Mais si on imagine, pensons à demain, on imagine la même puissance d'outils, mais qui devient dans un contexte collaboratif. ChatGPT OpenAI est en train de regarder ça, où Oui, ça permettrait, par exemple, revenons à l'image de Coca-Cola, là, leur pub, où il y aurait un réalisateur qui écrit à la base, un peu comme toi à l'époque avec Profession épicier, là, il écrit la stratégie. ah, oui, Puis après, il y a celui qui faisait la décoration, il mais, vient planter dans quel décor ça pouvait se faire, ah, oui, dans son oui. petit espace à lui. Puis après, il y aurait le directeur photo qui vient voir dans quel angle on pourrait voir les choses. Puis il y aurait quelqu'un qui ferait de la direction ou metteur en scène qui viendrait travailler sur comment les artistes virtuels, les avatars ou les voix de synthèse, si on est dans l'audio, pourraient agir. Est-ce que ça, tu serais plus preneur dans ce type d'approche-là? Ou ça t'agace encore? Ben, ça m'agace encore un peu parce qu'il y a tout dépend, et puis tu l'as évoqué, de la directive du départ, si tu veux, et puis l'état d'esprit dans lequel on fait la chose, mais euh, je suis pas non plus un enfant d'école et il y a des coûts qui sont rattachés à tout ça. Et on ne le dit pas, mais je veux dire, quelque part, il y a une économie de coûts qui est fabuleuse, tu vois. Pour Coca-Cola, c'est de 1 à 10 là, tu vois. Donc, il y a quelque chose il y a quelque chose ici qui est probablement questionnable. Maintenant, si l'intelligence artificielle se met à penser qu'il faut créer des jobs aux humains, là, ça va me plaire. Là, ça va me plaire, tu comprends? Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est, pour l'instant, on est en train. Alors, là aussi, c'est une autre dimension, c'est la dimension monétaire, financière, qui quand même pilote un peu tout ce qu'on fait dans ce domaine-là. Donc, il y a que, là encore, est-ce que le système qui encourage la spéculation, est-ce qu'on a sur les choses, fait qu'on est dans un système qui est ultra capitaliste
et qui évidemment, comme son nom l'indique, n'est pas ultra-humaniste. Donc, on est là et ça, il y a bien des économistes qui disent qu'il existe d'autres systèmes, d'autres façons de faire de l'argent, mais, euh, mais pas avec la même intensité, pas avec le même résultat. Donc, on peut faire vivre une société humaine dans un autre système économique. C'est économique, c'est certain. Mais on ne peut pas obtenir les résultats qu'on obtient aujourd'hui par les phénomènes de spéculation boursière. Donc, c'est ça. Mais là, c'est un autre discours. C'est un discours social complètement, qui nous amène là. Mais ce mur-là, et c'est terrible parce qu'il y a une forme de fatalité là-dedans, fatalisme dit, on sait qu'on va frapper un mur, mais on ne sait pas quand. Mais tous les gens un peu sensés te disent, ben oui, à un moment donné, puis tu vois bien les écarts de richesse, tu vois bien tout ce que ça engendre, et ça c'est très 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 malsain, très malsain. Alors, mais je veux pas être prophète de malheur, c'est pas mon style, mais je suis un optimiste. J'aurais pas été prof si j'avais pas été optimiste, parce que pour être prof, il faut vouloir améliorer le sort du monde. Donc, en tout cas, rendu à l'âge où je suis, j'ai envie d'optimisme, ne serait-ce que pour mes étudiants, pour mes enfants, mes petits-enfants, tes enfants, etc. Tu sais, je pense à cette société de demain euh, pour laquelle ce ne sera pas nécessairement aussi facile que ce qu'on pense. C'est plate à dire, mais tu sais, si tu regardes s'acheter une propriété à Montréal, oublie ça, les jeunes ne peuvent plus, à moins d'avoir des parents richissimes. Et toi, il y a quelque chose ici il y a quelque chose qui va pas. Il y a une distanciation. Et donc, tant que les gens ont à manger, mais encore, il y a des quartiers où ça mange pas fort, ça va. Mais je veux dire, à un moment donné, je sais pas. Je suis un peu, j'ai été un peu déçu par les systèmes politiques dernièrement. Depuis la faillite de la gauche, quoi, qui s'est bien plantée quand même parce qu'elle l'a cherché. Mais j'ai été un peu déçu de voir comment on évoluait au départ vers des centres mous, puis après vers une droite qui se forme, et puis là on est rendu dans les bonnes droites bien solides, et puis Ouais. on va vers l'extrême droite. Donc il y a quand même un passage là qui est un petit peu difficile pour une société. Point de vue Mais politique. cette vision de la société, est-ce que au fil des campagnes de communication que tu as orchestrées, est-ce que tu la jouais? Est-ce qu'on la sent? Quand on regarde la rétrospective de ton œuvre, est-ce qu'on peut l'apercevoir? Est-ce Sans que tu as doute, laissé des clés? sans doute, sans doute. Dans la campagne métro, j'avais dit à Métro, ce métier est un métier noble, c'est le métier de nourrir les gens. Alors, il faut passer de fournisseur à nourrisseur. Ils avaient adoré cette phrase. Ils avaient adoré ça. Tu vois? Et tu vois la différence qu'il y a là. Surtout que tu le sais bien, dans le monde de l'alimentaire, il faut il faut une toute petite marge de profit sur un très gros volume. Donc, ils sont toujours un peu sur un fil et je comprends. Ça, c'est le commerce. Ça, c'est le vrai commerce. Et donc, ça, c'est cette réalité. Et moi, je me suis dit, ben, oui, mais les gens mangent 3 fois par jour et il faut bien les nourrir. Il faut pas faire que de l'industriel, etc. Il faut avoir la conscience de ce qu'on donne aux gens à manger. Et ça, à l'époque, c'était Monsieur Le Sar qui était président de Métro. Il y avait, Éric Leflèche était déjà là, mais était plus junior. Mais ils avaient bien accroché à ça, toi, de dire, parce que ça motivait, il y avait beaucoup de franchisés, donc ça motivait les gens, ça les anoblissait leur métier, tu vois. Et ça c'est peut-être le meilleur coup que j'ai fait, mais il était conscient. Il était conscient chez moi de dire, manger, c'est important. Moi, je fais la cuisine, bien manger, c'est important. La vraie cuisine, au Québec comme partout, c'est la cuisine des pauvres. Les pauvres, ils mangeaient bien parce qu'ils étaient dans leur pays, puis ils cultivaient ce qu'ils avaient, etc. Donc, ils se sont pas dit, les pauvres vont manger de la merde, et puis les riches, non, c'était pas comme ça. Les traditions culinaires sont venues des mamas, des tantes, des papis, des boulangers. Donc, il faut regarder un petit peu dans l'histoire comment ça s'est fait cette transmission. C'est pour ça que j'aimais tant Daniel Pinard, parce et on a travaillé ensemble, et il avait cette même philosophie, mais il voulait aller trop vite. Tu peux pas changer.
Rovigo, parce que c'était pas Rovigo à l'époque, tu peux pas changer comme ça sur un tansu, il voulait aller trop vite, quoi. Mais n'empêche que quand tu lis les livres de Daniel, et les Pinardise en particulier, Mhm. ben, il est exactement dans cette philosophie-là. Et ça, on partage ça. Alors, c'est drôle de voir un puriste comme lui avec un publicitaire comme moi, qui était quand même un capitaliste, là, si tu veux, je poussais dans cette roue-là. Donc, il y avait une ambiguïté, mais il y en avait une grande complicité là-dedans. On s'est amusé. On s'est engueulé pendant 2 ans, mais ça a été fantastique. Mais tu vois, oui, il y a ça. Dans le lait, il y avait ça. Dans McDo, il y avait ça. Dans McDo, j'aime McDonald's, il y avait une relation entre l'usager, le consommateur et la marque. Il y avait ça, il y a toujours eu ça dans mes trucs. J'aime pas. J'étais très mauvais dans les produits de beauté ou ces machins-là, mais que je jugeais pas parce que je voyais comment se comportaient les jeunes femmes en particulier. Et j'avais des filles, donc je savais ce que ça voulait dire une pharmacie pleine de produits de beauté. Et donc, mais j'ai aimé ces univers. Et, par contre, j'ai découvert, tiens, tu parles de L'Oréal ou tu parles des gros annonceurs comme ça, j'ai découvert l'empire du marketing. C'est l'empire, là, tu sais, l'empire contre-attaque, là, c'est eux, ça. C'est du marketing, mais du marketing de génie. C'est superbement bien fait. Superbement bien fait. Et la logique de communication derrière L'Oréal, elle est merveilleuse. En particulier dans la gamme des produits Garnier, tu te souviens, ils ont acheté des produits Garnier, laboratoire. Puis ils avaient dit, s'il n'y a pas l'USP, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'ingrédient dans le produit qui fait que le produit a telle propriété sur la peau, les cheveux, etc., ce ne sera pas du L'Oréal. Ils se sont vraiment tenus à cette ligne-là, et à mon avis, c'est ce qui a marché. C'est ce qui permet de vendre des petits pots Lancôme à 120 dollars, quelques onces. Mais c'est ce qui fait que c'est une référence de confiance. Et c'est ce qui fait que c'est une référence de confiance, que la marque est une confiance. Mon ami Balafet, professeur, il disait, la marque est un réducteur d'incertitude. C'est vachement bien dit, ça, toi. La bonne marque, là, où tu vas Ouais. les yeux fermés, là, tu sais, tu choisis pas une marque de yogourt tous les jours, là. Les yeux fermés, c'est ton yogourt, puis Oui. basta. Bon, ben, ça, j'ai adoré cette phrase de Balafet, le réducteur d'incertitude, hein, toi. Wow. Jean-Jacques, Oui, quel conseil tu donnerais à un jeune, un moins jeune, qui s'intéresserait au domaine de la publicité? je lui dirais, sois lucide, je lui dirais, sois courageux, je lui dirais, sois confiant, ok? Et tu détiens dans ta main une partie de quelque chose qui est précieux, précieux, très précieux. Et nous sommes tous porteurs de quelque chose de précieux. Je vais te faire une petite confidence. J'ai une fille pianiste que tu connais, Mhm. qui est passée à travers des trucs très difficiles là, dans la vie avant d'admettre qu'elle était ce qu'elle est devenue. Puis, elle se cherchait, mais elle est passée une période très difficile. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, Alexandra, t'as rendez-vous avec toi-même. Quand est-ce que tu vas te rendre à ce rendez-vous? Eh bien, je te jure, elle a suivi mon conseil et elle a tout lâché. Elle a fait ce piano-là. Elle a fait son piano, elle a fait cette carrière-là de laquelle elle avait si peur, de laquelle elle avait si peur. Tous, un chacun, on a rendez-vous avec nous-mêmes. Tous, à chacun, on a quelque chose de précieux qu'il faut travailler, puis il faut, oui. Mais le courage est une bonne dose d'énergie. Ayez du plaisir. Ayez du plaisir. Puis ayez de l'humour. Jean-Jacques Streliski, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. T'en prie, Bruno, c'est toujours un plaisir. Salut. Salut. À la fin d'octobre dernier, j'ai eu la chance d'avoir une longue conversation avec le philosophe et artiste du numérique, Hervé Fischer. Hervé et moi, notre rencontre, ça remonte au tout début de l'Internet, alors qu'il tenait à Montréal le tout premier café Internet, un café électronique à Montréal, dans la ville, dans le centre-ville. C'était d'ailleurs là où l'émission de télé branchée avait élu domicile pour bon nombre de ses tournages. Donc, depuis 30 ans, je lis et j'écoute les propos toujours éclairants d'Hervé Fischer, cet homme qui se décrit lui-même comme un marginal du numérique.
Pour ce moment précieux de l'année où on a un peu de temps pour réfléchir, je vous propose donc l'intégrale de notre rencontre d'octobre dernier chez lui, dans son salon. Si vous êtes un fidèle de mon carnet, vous vous souviendrez peut-être qu'en novembre dernier, j'avais diffusé une entrevue avec lui. Eh bien, ce n'était qu'une partie, la première partie. Aujourd'hui, j'y ajoute 25 minutes. Alors, voici ma rencontre originale, intégrale, avec Hervé Fischer. Hervé, je me faisais la réflexion que je t'avais jamais posé la question, puis je me suis dit, c'est le moment de le faire. Ton intérêt par rapport au numérique, il est apparu à quel moment dans ta vie? Ça fait tellement longtemps que j'ose même pas le dire. Est-ce qu'on appelait ça du numérique dans le temps? Ouais, c'était sur du ruban magnétique. C'était les premiers petits Commodore ou les petits jeux pour les enfants. Ça date donc des années 76, quelque chose comme ça, quand mon dernier fils nous a tannés pour avoir un jeu vidéo. C'était un jeu de ballon sur les deux côtés. Là. Et puis, ça m'a intrigué. Je voulais pas être dépassé par mon fils qui avait 14 ans ou 15 ans. Alors, donc, oui, ça fait tellement longtemps. Et en fait, j'ai eu le privilège d'assister à une transformation incroyable, ce que j'ai appelé le choc du numérique dans un bouquin à l'époque. Vraiment, maintenant, je suis dépassé, disons les choses clairement. Je le dis pas en public, évidemment. C'est entre nous. Voilà, ça reste absolument entre nous. Mais j'essaye quand même de me maintenir en suivant notamment tes podcasts et puis quelques autres qui sont... Enfin, c'est remarquable tout ce qui se passe. J'ai la chance aussi que j'ai 2 de mes fils qui ont embarqué. Mon deuxième fils Arnaud, là, qui est en train de développer une plateforme de marketing avec l'intelligence artificielle, qui marche très bien. Et puis mon troisième, justement Fabrice, qui voulait absolument avoir un jeu sur ruban magnétique, qui lui est dans le design thinking multiplié par l'intelligence artificielle. Donc, ils me tiennent au courant et je parle souvent avec eux, donc je veux garder aussi un minimum de réponses. Et puis, c'est super excitant. C'est extraordinaire d'avoir vécu cette époque-là. Ça arrive pas toujours, hein. La technologie, ce que j'appelle... l'âge du numérique par rapport à l'âge du feu, qui était l'âge de l'information, qui était l'âge de l'énergie. Maintenant, on est l'âge de l'information, excuse-moi. C'est une révolution anthropologique. Puis on est manifestement, on le sait tous, juste au tout début de ça, et on imagine, c'est exponentiel déjà, mais incroyable, de mois en mois. Où ça va nous mener? C'est une question énorme. C'est une rupture, c'est ce que j'appelle vraiment une divergence. Et ça touche absolument toutes nos activités, toutes nos interprétations de la nature, tous nos rapports sociaux, naturellement l'économie, l'art. Et on est constamment surpris. Pour moi, je vais le dire autrement, pour moi c'est une magie. On la vit d'ailleurs comme ça. Parce que, écoute, toutes les applications qu'on a pour tout et n'importe quoi, aucun magicien, je parle même pas des sociétés premières, mais s'il y en avait encore au 18e, aurait imaginé qu'on pourrait aujourd'hui être partout en même temps, que Dieu, GPS te dit comment conduire ton itinéraire pour aller dans un endroit que tu connais pas. C'est simple, rien que le GPS, c'est de la magie. C'est extraordinaire, on a tous l'expérience, c'est banalisé, on n'y pense même plus. Si ton GPS se trompe ou fonctionne pas, t'es dépourvu. Ou comme McLuhan disait, c'est devenu intégré à notre corps, c'est vraiment une troisième main ou une deuxième tête, comme on voudra dire. Alors ça, c'est formidable. Sauf que le numérique est devenu aujourd'hui comme Dieu, plus que Dieu. Parce que Dieu t'indique pas ton chemin quand tu cherches une adresse. Mais c'est devenu... On a beaucoup prêté de pouvoir à Dieu. On en prête encore plus, objectivement,
au numérique. Et le numérique évolue, Dieu évoluait pas tellement. Bon, mais il n'avait pas besoin d'évoluer, il était parfait. Le numérique n'est pas parfait, donc il évolue tout le temps, il nous surprend tout le temps. Est-ce qu'il nous soumet, comme on s'est soumis à Dieu pendant des millénaires, un peu? Et ça, c'est une question philosophique. Moi, j'aimerais dire que quand on a de la magie, ça prend un sorcier pour connaître les rituels, les formules, les applications, bon, et pour pouvoir communiquer avec les esprits. Alors, il y a dans l'intelligence artificielle actuellement manifestement quelqu'un qu'on oublie tout le temps, mais qui travaille très fort, c'est le sorcier. Et ce sorcier, c'est un être humain. Bon, on peut dire, certains diront méchamment que c'est l'homme qui a créé Dieu, mais c'est aussi l'homme qui a créé l'intelligence artificielle. Et ça, on l'oublie trop. L'intelligence artificielle est devenue un mythe, un imaginaire cosmique quasiment, encore plus puissant que Dieu, et qui intervient dans notre vie quotidienne beaucoup plus encore que Dieu, qui se laissait pas trop voir. Je mets à l'imparfait, mais bon, on ne sait jamais. Bon, Dieu n'étant pas imparfait, je m'arrête sur ce point. Mais voilà, alors le sorcier, pour moi, c'est quelqu'un qu'on oublie trop, parce qu'au fond, c'est quand même l'homme qui a créé l'intelligence artificielle. On a tendance à l'oublier. On met la charrue avant le bœuf, si je puis m'exprimer ainsi. Et il faut repenser à ça. Moi qui m'intéresse beaucoup aux imaginaires sociaux, collectifs, donc qui développe ce que j'ai appelé la mythanalyse, le numérique pour moi c'est un sujet magnifique de réflexion du point de vue de la mythanalyse. Ce sorcier, cet homme, c'est lui qui a créé la magie, tandis qu'avant dans les sociétés premières on pensait que les esprits étaient là, puis il fallait se débrouiller pour communiquer avec eux, les calmer ou obtenir leur pouvoir. Curieusement, on est dans le même genre d'imaginaire. Enfin, il y a beaucoup de liens entre la magie et le numérique. Beaucoup. C'est magnifique, c'est merveilleux. Mais pour un anthropologue ou un mythanalyste comme moi, c'est un sujet extraordinaire, renouvelé tous les jours. Alors, par rapport à ça, moi j'ai envie de dire que, bien sûr, je suis un partisan totalement convaincu de l'intelligence artificielle, mais il y a la magie blanche, il y a la magie noire. Et dans l'intelligence artificielle, il y a comme toujours les deux possibilités ou des hésitations, des problématiques de théologie, si je puis dire, de l'intelligence artificielle, jusqu'à quel point on a le droit de prendre des grands risques. Parce que beaucoup de gens, à tort ou à raison, prennent des grands risques, mais on n'arrêtera pas le progrès technologique. Ça, on oublie ça. On aura énormément de mal à le réguler, à éviter des dérapages dangereux. Bon, la démocratie profite énormément du numérique, mais aussi, le numérique sert aux dictateurs d'une façon épouvantable. Alors, on dit qu'une chose dans une entrevue. Celle que je vais te dire aujourd'hui, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup à l'IH. Parce que dans l'IA, il y a l'IH, l'intelligence humaine. Elle est là. On a complètement tendance à penser que l'intelligence artificielle est devenue autogénérative, qu'elle se passe de nous et qu'elle nous déborde. Mais non. Quand on est sorcier, il faut connaître les esprits, il faut connaître les formules, il faut connaître les rituels. Nous le savons très bien, il y a des personnes qui ont bien du mal à gérer ChatGPT, à gérer des applications très simples. Question de choc de génération, bien entendu. Ça a été tellement rapide, et ça l'est de plus en plus tous les jours, que forcément il y a un choc du futur, où il y a ce que j'ai appelé le choc du numérique. Alors, moi je voudrais rétablir l'importance de l'IH, l'intelligence humaine, qui n'est pas
effacé, dépassé, annihilé par l'intelligence artificielle. Et au fond, aujourd'hui, la qualité de la créativité générative de l'intelligence artificielle dépend de l'IH. C'est nous qui créons toutes les applications, les algorithmes. Même à la base, les requêtes. Absolument. Et on voit bien quand on dialogue avec ChatGPT que c'est la qualité des questions qu'on lui pose qui donne les résultats intéressants. Sinon, on a n'importe quoi. Il faut savoir poser les questions. Il faut être un peu sorcier pour dialoguer avec cette intelligence artificielle. C'est-à-dire que la qualité de l'intelligence artificielle dépend de l'intelligence humaine. Ça, si je peux dire une chose, en usant de mon âge certain, c'est que, c'est ça. L'IH, on devrait réintroduire dans le vocabulaire ce mot, ces deux lettres. On les oublie complètement et là, on va dans quelque chose qu'on aurait connu. Si j'étais méchant, je dirais on s'est aliéné dans la croyance divine. Les esprits des sociétés premières, l'Olympe des Grecs ou des Romains, la théologie religieuse. Mais aujourd'hui, on est en train de s'aliéner dans la croyance dans l'intelligence artificielle. On pense qu'on est débordé, qu'on n'a plus la main dessus, que ça devient dangereux. On croit devenir, là, je parlais du sorcier, mais des apprentis sorciers qui vont payer la facture. Or, il y a une évolution exponentielle de ce pouvoir technologique qui est dans nos mains. Ça sort du cadre. Et puis notre cerveau n'a pas tellement évolué depuis le néolithique. Même il a régressé plusieurs fois, comme on a pu voir avec le nazisme et d'autres. Et aujourd'hui, malheureusement, deux guerres épouvantables. Et tant de détails. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer dans la mesure où la progression, la mutation de notre cerveau reste assez basse, ne rejoint pas la montée verticale du pouvoir instrumental de la technologie. À un moment, effectivement, on est asservi, on est débordé parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès de la technologie. Puis le progrès du cerveau humain est très discutable. Il y a des gens qui n'y croient pas du tout, et je peux les comprendre. Je ne ferai aucune allusion par rapport aux États-Unis. Mais bon, alors, c'est ça qui est le grand danger, au-delà de ce qu'on peut faire dans le détail. Comment faire progresser nos neurones, nos réseaux neuronaux, nos synapses, pour qu'ils puissent encadrer cette puissance exponentielle, pour qu'ils puissent développer la sagesse nécessaire pour la gérer et qu'on puisse continuer à continuer l'évolution humaine d'une façon heureuse. Parce que c'est quand même, on va pas construire notre propre enfer sur Terre. Et on veut pas ça. Il faut rester optimiste. Mais comment est-ce que le cerveau va pouvoir muter assez rapidement pour monter en intensité, en sagesse, en maturité? Mais c'est la question, moi, que j'allais te poser, parce que tu le dis, le cerveau évolue, mais quand on compare à l'évolution de la technologie, qui est tout de même créée par le même cerveau, la croissance n'a rien à voir l'une avec l'autre. Est-ce que notre cerveau, aujourd'hui, il est fait, ou comment, je vais reformuler ma question, est-ce que notre cerveau, aujourd'hui, est capable de gérer la progression à vitesse grand V de la technologie? Il faut le croire et il faut le vouloir. Le cerveau a beaucoup muté, malgré ce que j'ai dit, depuis que l'époque où nous étions des primates. C'est une évolution qui a été très rapide à l'échelle de la vie sur notre planète. Alors, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, le problème, c'est pour notre avenir, je vais dire une chose paradoxale, le progrès de notre cerveau est beaucoup plus important, qui est incertain, est beaucoup plus important que le progrès de la technologie qui est évident. Alors, comment arriver à remonter le niveau de notre maturité, collectivement j'entends,
C'est pas seulement d'avoir quelques génies ou quelques saints, personnes vertueuses. Alors, c'est ça la grande question. Et elle est réelle. Elle est réelle parce qu'on peut s'autodétruire. Enfin, toutes ces choses-là ont été évoquées bien des fois. Cette question-là est très, très difficile. Il faut que notre sagesse, notre maturité diverge aussi par rapport à ce qu'on a été depuis le néolithique. Comment ça va se passer? Il faut que ça arrive. L'influence de l'environnement sur le cerveau est bien reconnue maintenant par les spécialistes en neurologie du cerveau. Alors, le cerveau s'adapte à l'environnement. Même des valeurs, même des valeurs qui sont des contraintes pour pas s'entretuer. Bon, ça, c'est des influences extérieures par rapport à notre fonctionnement neuronal, mais c'est prouvé que la culture influence finalement les gènes. Bon, il faut que ça arrive. Ça reste une énorme question. Alors, on est optimiste ou on est pessimiste. Être pessimiste, c'est facile, c'est réaliste. On a toujours raison quand on est pessimiste. Quand on est optimiste, quand on veut s'engager à changer, à faire évaluer la sagesse humaine, là, évidemment, on passe pour un naïf, un utopiste. Pour un intellectuel, c'est une position difficile à tenir, mais même en Amérique du Nord, où on est beaucoup plus optimiste que dans la vieille Europe. Mais il faut. Moi, comme artiste ou comme philosophe, je suis très, très engagé dans la clameur, la dénonciation, l'appel à engagement pour que nous évoluions. Et donc là, je parle par rapport au numérique, on est bien loin de la technologie en apparence. Mais je parle de la Déclaration des droits de la personne, donc je parle d'une éthique planétaire. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que je déclare, parce qu'il faut être audacieux pour le dire, et puis c'est pas que très étonnamment, c'est la technologie qui fait évoluer notre cerveau. Parce que nous sommes maintenant dans une situation d'information grâce aux hyperliens qui nous donnent conscience de vivre dans la planète et pas simplement dans notre village, qui nous donnent conscience de vivre au point de vue écologique dans la dépendance de ce qui se fait sur les autres continents et pas seulement dans le champ du voisin. Et c'est la technologie qui oblige notre conscience à s'augmenter et qui nous donne une information planétaire qui nous fait vraiment accélérer notre conscience des scandales, des horreurs et des bonnes choses. Bon, des exemples. Bon, tout le monde connaît Mandela, tout le monde connaît Gandhi. Il y a une époque où on connaissait pas ces personnages de continents, on savait même pas qu'ils existaient éventuellement. Alors, c'est la technologie qui, paradoxalement, contrairement à ce que disent tous les méchants philosophes qui sont opposés à la technologie, il y en a eu toute une kyrielle, c'est la technologie qui va faire muter notre cerveau grâce aux hyperliens. C'est pour ça que je parle, là encore c'est un mot utopique dont je prie l'auditeur de m'en excuser, mais ce que j'appelle un hyperhumanisme par opposition à un post-humanisme ou un transhumanisme qui sont des caricatures d'évolution humaine. Ça, on est obligé aujourd'hui de changer le récit qu'on va pouvoir partager pour évoluer. Alors ceux qui croient encore que c'est le post-humanisme qui nous fait évoluer, les Elon Musk qui nous voient déjà avec une maison de campagne sur Mars, enfin lui il en aura peut-être une, mais pas beaucoup de monde. Bon, alors il faut oser proposer un nouveau récit pour nous orienter, pour donner du sens à cette puissance technologique. Cette puissance technologique peut nous aider vraiment à résoudre nos problèmes d'aujourd'hui. Imaginons que les extraterrestres qui sont manifestement très en avance sur nous puisqu'ils viendraient jusque chez nous et qui nous font pas de mal pour l'instant, mais imaginons qu'un jour il y en ait des vrais qui arrivent ici. Tous nos petits problèmes de conflit en Ukraine, à Gaza, etc., qui sont les cauchemars de notre époque, paraîtraient bien modestes, bien marginaux
par rapport à cette révolution qui serait de se rendre compte qu'on doit dialoguer avec ces gens infiniment plus développés que nous. Alors, c'est ça. Il faut, c'est là-dessus que j'aimerais conclure, si tu veux. Il faut aujourd'hui oser changer le récit que nous partageons, ne pas croire que c'est seulement l'économie et la technologie qui va sauver l'humanité, de nous empêcher de frapper le mur. C'est vraiment notre IH qui, si on la multiplie avec l'IA, devient le tandem, les deux chevaux qui vont nous faire avancer. Alors, IH multiplié par IA, c'est ça pour moi la solution. Einstein avait la sienne et Fisher a la sienne aussi. Oui, écoute, quelquefois, il faut simplifier des problèmes, prendre un petit peu de distance pour se rendre compte quels sont vraiment les enjeux. Et puis, c'est vrai qu'il y a une attitude humaine que j'ai toujours, depuis que j'ai émigré en Amérique du Nord, parce qu'avant, quand j'étais européen, j'étais pessimiste, naturellement. Ça faisait partie du standing de l'intellectuel intelligent. Mais là, je crois que il faut nourrir l'idée qu'on peut rester optimiste. Je vais prendre un exemple très d'actualité par rapport aux élections américaines. Entre le sourire vers l'avenir, optimiste, prometteur, engagé d'un des candidats, et puis le grognement de l'autre, c'est évident qu'on voit bien l'écart de génération. Et ça, c'est important. Je ne crois pas que les jeunes d'aujourd'hui soient nécessairement pessimistes. Au point de vue écologique, ils se battent, ils sont engagés. On en voit même qui montent sur le pont chaque quartier. Le risque de chuter et créer des embouteillages. Mais c'est une attitude qu'il faut avoir. Avec mes 83 ans, je pense que je suis plus optimiste que jamais, même si c'est évident que... C'est évident, on ne sait jamais, mais c'est pas exclu que je meure un jour. Je préfère mourir que devenir un cyborg. Puis-je conclure sur cette idée? Mais avant de te faire conclure cette entrevue, moi, je vais te poser une question. Tu l'as évoqué tout à l'heure, le choc du numérique, ça a quand même une vingtaine d'années, ce bouquin-là. Ouais. Si tu l'écrivais aujourd'hui, parce qu'il tient bien la route, je l'ai relu l'an dernier, c'est exactement ça, mais l'écrire aujourd'hui, ce serait quoi le paragraphe que tu rajouterais? Le paragraphe ou le chapitre? J'y réfléchis depuis que je l'ai écrit. Moi, ça fait 25 ans maintenant que ce livre a été écrit. J'étais un peu démystificateur dans ce choc, tout en prenant conscience de la révolution incontournable que représentait le numérique. Déjà, j'abordais le côté de l'imaginaire du numérique. C'était parce que dès le début, c'est quand même apparu comme une nouvelle magie. Mais j'ajouterais l'intelligence collective. Oh, j'aime pas ce mot, mais connectée. Parce que collective, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un nuage, c'est du théâtre de Chardin, je ne sais pas. Mais connectée. Donc l'intelligence connectée. Ah oui, moi je ne crois pas à l'intelligence collective du tout, je crois à l'intelligence connectée, c'est-à-dire les échanges qu'on a réellement entre des chercheurs, entre des hommes politiques, des gens qui sont engagés dans l'écologie, mais il y a pas, ça crée pas une intelligence plus forte comme un petit nuage qui entoure la planète. C'est vraiment pratico-pratique. Et par rapport au choc que je découvrais, maintenant, on est dans la réaction de nous autres, des êtres humains, qui devons gérer ça, qui devons nous adapter, qui devons réguler, sans jeter le numérique aux démons. Oser, il y a le grand débat actuellement, bien naturellement, il faut arrêter le développement d'intelligence artificielle, c'est devenu trop dangereux. Bon, c'est absurde de dire ça, c'est impossible, et puis c'est pas correct au point de vue, c'est une faute de la pensée. C'est nous qui l'avons créée, cette intelligence artificielle, c'est à nous de la contrôler, de la développer, c'est un atout extraordinaire qu'on a, et puis c'est sûr que ça va se développer en faveur de l'être humain, parce que nous allons prendre de plus en plus conscience qu'il faut dialoguer avec l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Il faut vraiment être optimiste
par rapport à la capacité du cerveau humain d'évoluer pour éviter les gros dégâts. On ne va pas devenir soudain capable de gagner une partie d'échecs contre un ordinateur. L'ordinateur nous gagnera toujours. Bon. Mais il y a d'autres aspects dans l'intelligence humaine qui sont du côté de l'éthique, qui sont du côté de la divergence. L'intelligence artificielle ne fait que répéter et amplifier des patterns qu'elle a déjà accumulés dans sa mémoire. Et l'évolution de la nature comme l'évolution de l'espèce humaine se fait beaucoup plus par divergence, saut. La nature fait des sauts, contrairement à ce que disait Leibniz. Et l'être humain aussi peut faire des sauts. Nous en avons fait des quantités. On pourrait en donner 500 exemples immédiatement. Dans l'histoire humaine, l'histoire technologique, la connaissance scientifique, l'art, la littérature, l'urbanisme, etc. Alors, si on reste sur l'idée de Darwin que seulement ceux qui s'adaptent au changement de l'environnement vont représenter la puissance évolutive de notre aventure humaine, on se limite. Il y a plus de divergences que d'adaptation dans l'évolution de la nature. Il y a plus de divergences que d'adaptation dans l'évolution de l'espèce humaine. On le voit bien par rapport à un chien, un chat, un chimpanzé. Bon, il y a eu des divergences rapides. Et puis ça va continuer. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La divergence du futur ». J'y repense en te parlant de ça. Je crois beaucoup qu'il faut prendre conscience de la capacité de la divergence qui nous surprend, comme le 11 septembre, ou la chute du mur de Berlin, mais qui en même temps vient de la pensée humaine, de la démocratie ou de la théocratie pour le 11 septembre. Mais c'est ça le moteur. À l'heure actuelle, avec l'évolution si rapide du numérique, forcément, on va rencontrer des divergences successives. Et là, il faut choisir les bonnes, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle de plus en plus des hallucinations. L'hallucination est devenue un concept technologique. Bon, c'est quand même intéressant. On est dans un techno-humanisme. Il faut l'accepter, il faut l'admettre. On est complètement lié à l'invention de notre technologie. Elle nous transforme, elle nous aide à progresser et en même temps, il faut qu'on la contrôle. Alors, c'est quand même une situation, on peut dire que par rapport à la maîtrise du feu, par rapport à la maîtrise des autres technologies, bon, c'est une situation qui se répète, comme ça, il y a eu des divergences, on a toujours su finalement prendre le dessus sur la divergence. Bon. Mais là, ça devient frontal, ça devient presque quotidien. On est obligé, chaque jour quand je lis des informations, notamment de toi, sur les nouvelles applications concernant la médecine, concernant l'économie, concernant le développement des petites entreprises, tous les sujets que tu abordes qui sont d'une variété considérable, on se dit, qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce que je vais accepter de lire un roman qui a été écrit par l'intelligence artificielle? Est-ce que je vais accepter de voir un film qui a été entièrement conçu par l'intelligence artificielle? Maintenant, ChatGPT est capable de te faire un scénario, mais brillant, et qui va te surprendre, et qui va utiliser tous les ressorts psychologiques, etc. C'est inouï. Bon. Alors, tous les jours, on se pose la question. Avant, peut-être, on se posait la question, est-ce que j'ai assez prié aujourd'hui? Est-ce que Dieu m'acceptera quand je serai mort? Aujourd'hui, le dialogue, tous les jours, c'est encore un truc que je n'avais pas prévu. Qu'est-ce qu'il faut en penser? On est provoqué à réagir. Toi-même, dans la manière dont tu rédiges tes podcasts, tu poses les questions. Tu donnes les informations qui obligent à se positionner. C'est très, très intéressant. Et pour quelqu'un qui serait un philosophe, c'est extraordinairement passionnant. Parce que là, c'est la nature humaine, c'est la conception de l'univers, c'est le sens qu'on peut donner à notre avenir, qui sont constamment, quotidiennement en jeu. Est-ce que je vais prendre une voiture électrique, à supposer que j'en ai l'argent? Les batteries, comment est-ce qu'on va régler le problème des batteries usées? C'est quand même un énorme problème écologique, c'est peut-être encore pire que le pétrole. Est-ce que je vais décider maintenant de circuler qu'en bicyclette
À 83 ans, c'est plus dangereux pour moi. J'ai un peu perdu mon équilibre de bicyclette. Et puis les côtes, c'est dur. C'est vrai qu'il y a des petits moteurs, mais les petits moteurs sont électriques. Alors, dans les choix de ce que je mange, la manière dont je vis, est-ce que je vais prendre l'avion pour les vacances et polluer les Baléares ou je ne sais pas quoi? Tous les jours, c'est cette responsabilité qui devient collective et quotidienne et individuelle. Cette responsabilité, c'est un concept qui devient planétaire. C'est une responsabilité planétaire où chacun sait que l'effet du papillon, comme on dit, compte. Bon, et voilà, on est en dialogue avec notre avenir, avec notre éthique, avec notre indignation, nos sentiments, quotidiennement. C'est intéressant que les émotions, puisqu'on parle tout le temps de technologie, intelligence artificielle, elle n'a pas d'émotion, mais elle crée des émotions. Nous avons des émotions. Chaque fois qu'il y a des émotions, c'est parce qu'au fond, il y a un imaginaire collectif qui est en arrière. Il y a une vision du monde, de notre rapport au monde qui est là. Alors, voilà, là encore, c'est intéressant. Éric de Kerckhoff parlait de technosentimentalité. J'aimais bien ce concept, autant que j'aimais bien d'Éric de Kerckhoff aussi. C'est très intéressant que la technologie crée aussi des émotions existentielles, intimes, réelles, auxquelles tu ne peux pas échapper. C'est là encore qu'on constate qu'on est dans un techno-humanisme. Alors on n'est pas des cyborgs, mais le dialogue entre IA chez IA, il est là, et c'est beaucoup plus intéressant que de devenir des cyborgs, parce que c'est beaucoup plus riche au point de vue de la conscience. Il y a encore de la liberté. Dans le cyborg, il n'y aura plus de liberté. On peut imaginer, parce que c'est assez flou quand même comme concept. Bon, mais là, on est dans... Alors voilà, le philosophe est en train d'avoir une jouissance intellectuelle. C'est vrai... On se retrouve avec le problème de notre liberté humaine, individuelle, ça c'est classique, mais aussi collective. Puis gérer la liberté collective, c'est un casse-tête chinois, je dis chinois. C'est pour ça que le numérique, c'est passionnant pour un philosophe, c'est extraordinaire comme perspective d'avenir, il faut l'affronter, il faut la maîtriser, il ne faut pas se laisser aliéner. Bon, dans la nouvelle génération, il y a des enthousiasmes, il y a de l'optimisme, mais en même temps, il y a peut-être... je ne vais pas critiquer la nouvelle génération, ce serait vraiment pas intelligent, mais il y a quand même beaucoup de naïveté, grâce à laquelle ils inventent des applications partout où il y a une niche pour faire de l'argent. L'économie, évidemment, est un facteur énorme, et la compétition, le capitalisme à cet égard. Bon, là, je dérive un peu dans mon propos, mais le capitalisme est en jouissance totale avec le numérique. Hein. C'est un capitalisme numérique extrêmement créatif, qui augmente les différences, qui permet aux États-Unis une domination sur le monde qu'on ne peut pas rattraper. On peut juste la partager. Donc partager le point de vue du dominateur, c'est pas vraiment la souveraineté numérique. C'est difficile dans ce contexte-là parce que ça existe aussi. Ça, l'enjeu politique, stratégique, économique du numérique en géopolitique, c'est tout un chapitre dont on pourrait parler des heures aussi. Voilà, c'est un moment passionnant et j'espère que mon cancer comment je pourrais dire? J'allais dire que mon cancer me survivra. Non, c'est pas la bonne formule. J'espère survivre à mon cancer encore quelques années pour m'exciter avec ça. Puis j'espère que l'intelligence artificielle va aider la chimio à me guérir. Pourquoi pas? Déjà, comme tu l'as souligné encore récemment, et on voit avec Amazon, comme tu l'as souligné, l'importance de l'intelligence numérique pour la distribution des médicaments, pour les diagnostics, etc. J'espère que l'intelligence artificielle va m'aider à survivre, pas seulement l'eau de Javel de mes chimios. Je le dis en tout respect, parce que si cette eau de Javel m'a sauvé la vie, bon, je devrais pas me plaindre. Alors, si tu veux, même dans mon cas, je peux espérer quelque chose du développement de la recherche médicale,
pharmaceutique grâce à l'intelligence artificielle. Évidemment, je ne vais pas demander à ChatGPT que dois-je faire pour me débarrasser de cette saloperie de cancer. La réponse serait pas très intéressante. Enfin, je n'ai pas essayé de toute façon. Le sorcier doit poser les bonnes questions. Et on en revient à l'art de la requête. Hervé, je vais te remercier pour ce chapitre supplémentaire du choc du numérique. Tu nous gâtes avec ça. Puis moi, je tiens à te remercier d'être là depuis longtemps pour nous guider et surtout nous porter à réfléchir au numérique dans notre vie. Oui, ben c'est ça le propre de l'homme, c'est ça qui est extraordinaire. J'aime beaucoup mes 2 chats, mais je vois que leur capacité de réflexion est assez limitée. D'ailleurs, c'est plus confortable pour moi. S'ils me posaient tout le temps des méchantes questions métaphysiques, j'aurais pu avoir de chat. Mais effectivement, l'être humain, c'est un prodige. Ce prodige-là, on a la chance de l'incarner. En plus de ça, heureusement pour moi, je ne suis pas né dans le sud de la planète qui pèse un poids énorme, qui déforme notre planète et qu'on laisse comme ça en bordure de l'évolution humaine parce qu'on est égoïste, parce qu'on n'est pas conscient, parce qu'on ne sait pas gérer ça. Ça pose beaucoup de problèmes philosophiques et éthiques et pas seulement technologiques. Moi, je ne suis pas compétent en technologie, je suis juste quelqu'un qui essaye de garder un peu l'information actuelle pour vérifier mes idées, pour me re-questionner, pour m'émerveiller. Mais comment pourrait-on espérer vivre dans un moment plus passionnant au point de vue, à tous les points de vue, point de vue anthropologique, philosophique, artistique, scientifique, économique, le monde multipolaire dans lequel on s'en va, dont se vante Poutine, qui oublie qu'il envahit le pays voisin. C'est pas très compatible avec la multipolarité qu'il prône, mais on vit dans un monde à la fois scandaleux et extraordinaire. Et il faut qu'on essaye de limiter le plus qu'on peut le scandale et qu'on soit conscient de l'extraordinaire. Et l'extraordinaire nous aidera à limiter le scandale. Hervé, en terminant, tu m'as déjà décrit comme étant le Marco Polo du numérique dans le monde francophone. Toi, comment tu te décrirais? C'était évident pour moi de te dire ce que je t'ai dit. Surtout à l'époque, tu étais un pionnier et tu étais francophone convaincu. Tu l'es toujours manifestement. Et tu as joué un rôle majeur dans la prise de conscience, déjà quand tu étais à Radio-Canada, puis tu n'as pas cessé depuis lors. On était tous les deux en culotte courte, peut-être on pourrait dire ça de cette manière-là, numérique. Bon. Mais moi, je ne sais pas quoi te dire par rapport à moi. Le travail que je fais, avec persévérance aussi, comme toi, avec passion, en me re-questionnant constamment, c'est un peu unique. Parce que je travaille aussi avec l'art et autant que la philosophie. Un artiste philosophe ou un philosophe artiste, c'est un individu bizarre. On ne peut pas être, paraît-il, philosophe et artiste. Ce sont deux postures tellement opposées, l'une intellectuelle, l'autre émotionnelle. Bon. Enfin, en tout cas, je me suis toujours trouvé assis entre 2 chaises. Et ça ne m'a pas aidé à entrer dans le champ du radar. En plus, j'ai quitté l'Europe parce que je voulais justement découvrir des modes de pensée autres, point de vue sociologique et périphérique. Donc la minorité québécoise en Amérique du Nord m'attirait énormément. Et je vis en plus dans un chalet. Les journalistes ne viennent pas très souvent me voir dans mon chalet. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui me posent cette question. Ma réflexion est pas populiste. Elle demande un effort. J'essaye de communiquer d'une façon non académique, non universitaire. Je crois qu'on me l'accordera, je pense. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est la lucidité. Bon, la lucidité, j'ai envie de la partager avec... parce que je crois à ma lucidité. Je crois à mon effort de lucidité. Sinon, c'est normal d'y croire. Et puis, j'ai l'impression que j'avance. Donc, ça m'encourage. Mais c'est l'irrationnel
qui domine, et l'imaginaire qui domine la vie humaine. La lucidité, c'est pas très attirant pour beaucoup de gens. Ça prend du temps, ça prend, comme disait, j'allais dire Cicéron, je vais éviter cette référence élitiste, ça prend du loisir. Ça veut dire que j'ai accepté de ne pas faire fortune dans l'économie, dans l'entrepreneuriat, ou de devenir un professeur d'université haut de gamme, etc. J'ai sauvegardé cette liberté toute ma vie. Et bon, j'ai quitté bien des positions privilégiées pour garder ma liberté. Alors, j'ai payé la facture aussi, bon, mais je n'ai jamais regretté. Alors, je suis un marginal. On peut dire ça, je suis un marginal du numérique, de la philosophie et de l'art aussi. Bien que, cher Bruno, en février prochain, je vais faire une grande exposition à la Sorbonne. À la Sorbonne, avec une journée d'études. C'est pas un retour, ça, à la Sorbonne? Eh bien oui, quand j'étais petit, j'enseignais dans les vieux amphithéâtres de la Sorbonne, amphithéâtre Guizot et autres, tu sais, qui sont à 45 degrés. Alors on est tout petit en bas, on voit à peine en haut les bancs d'en haut, on voit à peine les étudiants. C'était impressionnant, oui, parce que je n'étais pas vieux à l'époque. J'étais juste assistant, mais bon, j'enseignais la sociologie de l'art dans ces amphithéâtres, et ça m'impressionnait. Je faisais de mon mieux, et je suis très amusé et très heureux de retourner à la Sorbonne, cette fois-ci avec mes peintures, avec une exposition, rejoignant des artistes et des intellectuels que je respecte énormément pour discuter de mes idées, de ma peinture. Et puis, je vais présenter des peintures qui sont basées sur des codes barres, des QR. Et ces QR, je les ai tellement traficotés, colorés. J'ai essayé de voir jusqu'où on pouvait les déformer tout en gardant une lisibilité immédiate du scan, que finalement, même dans l'art, je suis dans le numérique complètement. Et c'est intéressant de transformer un code QR en l'étirant dans un sens ou dans un autre, en variant les couleurs, les transformer de ce qu'ils sont habituellement sur une boîte de riz en des espaces 3D qui posent des questions, qui abordent au lieu d'être juste une nomenclature ou un index de repérage de produits de consommation, qui ont une portée philosophique. Alors là, peut-être au fond, merci de me faire parler de ça, parce que ça fait partie de ma méthode de réflexion, et faire un code barre en couleur avec une très grande liberté pour déclarer que je ne suis pas soumis à la société de consommation et au contrôle identitaire, et transformer un code barre noir et blanc et carré en un paysage 3D, quasiment fauviste par des couleurs saturées, ou bien avec des contrastes. Et puis, quand tu scannes, ça te pose des questions philosophiques. Ça ne te dit pas quel est le numéro dans l'inventaire. Voilà, c'est une manière aussi de développer ma relation au numérique et d'en faire un sujet de questionnement philosophique, de créativité esthétique. Alors, je suis content effectivement de développer ce travail. Et tu vois, là, il y a un tableau, c'est un autoportrait, et je traîne une valise. Si tu scannes la valise, c'est marqué « Le chaos de l'Anthropocène ». Est-ce que tu me permets de prendre la photo et de la mettre sous l'entrevue? Ben, bien sûr, ça me fera plaisir. Alors les gens pourront aller sur moncarnet.com et sous l'entrevue, il sera là. L'art, c'est fait pour être vu. Et puis moi, je ne montre pas beaucoup mon travail. Mais tu vois, la question de le chaos de l'Anthropocène, dans cette peinture, c'est quand même une méchante question. Parce que l'Anthropocène... théoriquement, c'est une maîtrise supérieure par rapport à la nature que l'homme domine. Et puis, on se rend bien compte que cette domination de l'homme se
se traduit avec des conséquences épouvantables du point de vue écologique. Rien que ça, c'est considérable. On met notre existence en vie. Et puis on voit que, au point de vue des relations internationales, c'est le chaos. Il faut peut-être passer par le chaos pour créer un nouvel ordre mondial. J'exclus pas ça. Mais mettre ensemble les deux mots, anthropocène et chaos, c'est prendre position et questionner. Alors, voilà, dans mon travail artistique, je continue mon travail philosophique, puis en peignant, j'arrive à des questions auxquelles je n'avais pas pensé conceptuellement. Alors, tu vois, je suis un cas bizarre. Hervé, on se donne rendez-vous en février prochain. Oh, oui, ça j'aimerais bien. Tu seras un excellent interlocuteur et je serai content de te les montrer. Merci Hervé. Merci à toi Bruno, je suis content que nous ayons gardé ce dialogue à travers les années et puis au fond nous sommes deux frères de combat. Je dirais pas deux Marco Polo, mais là deux frères de combat parce que ton travail est interrogatif, clairement. On a besoin de l'information pour réfléchir. Tu fais un travail quotidien absolument nécessaire. Et puis tu es aussi le seul au Québec et au-delà à faire ce travail quotidien de recherche de toutes les informations, de nous livrer cette information à tellement de personnes, d'une façon où tu nous invites à nous questionner sur ce que tu nous apprends. C'est majeur. Merci à toi. Voilà pour deux grandes rencontres de réflexion. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à m'entretenir avec eux. Maintenant, en retour à l'actualité en quelque sorte. On retrouve à l'instant le journaliste Maxime Johnson, journaliste indépendant de la presse écrite, spécialisé en technologie, qui a accepté de revoir avec nous son année 2024 et les grandes tendances du monde numérique. Bonjour Maxime Johnson. Bonjour. Maxime, si je te demandais 3 éléments qui ont marqué l'année techno en 2024. Alors, 3 éléments, je vais dire 3 groupes d'éléments, si on veut. Le premier que j'ai, c'est, évidemment, pour qu'on parle d'IA, pour moi, c'est les IA qui sont devenues de plus en plus personnelles et de plus en plus facilement. On a commencé l'année, entre autres, avec Google, qui a lancé des fenêtres de contexte de plus en plus grandes. Donc, depuis cette année, surtout, on peut poser de très longues questions, c'est-à-dire on peut mettre plein de documents et dire, donc avec ces documents-là, écris-moi quelque chose sur le même ton, blablabla. C'est quelque chose qui était plus dur à faire l'an passé. Donc, on a ça, mais on a aussi en même temps la technique qu'on dit en anglais là, des RAG. C'est un peu comme peaufiner les modèles, mais d'une façon plus précise avec ces données. Et on a aussi en fin d'année la distillation des modèles qui est arrivée. Donc, vraiment, tout au long de l'année, on a eu plein de techniques qui sont devenues, et en plus, j'en oublie une, il y a Anthropic à l'automne qui a lancé un outil pour personnaliser le style de Claude. Donc, on lui fournit nos données à nous, nos documents à nous, et Claude peut réécrire comme nous. Donc, je trouve que tout au long de l'année, c'est quelque chose qu'on a vu et qui est intéressant. Donc, ces IA-là qui se personnalisent à nous. Là. Deuxième élément, au deuxième groupe, ce serait quoi? Ouais, deuxième groupe, c'est pas une tendance, mais en tout cas, quelque chose qu'on remarque beaucoup de 2024, ça a été un peu, en techno, ça a été un peu l'année des dérapes pour certaines compagnies. Donc, on a Sonos, évidemment, qui est foncé dans un mur avec son application mobile, qui a perdu à peu près tout le capital de sympathie ou presque que la compagnie avait avec ses utilisateurs. Et les gens qui ont Sonos aiment Sonos, ou du moins restaient avec Sonos et achetaient d'autres produits. Et là, vraiment, avec l'application, le degré de hargne envers Sonos auprès des utilisateurs est vraiment fort. Sonos a passé les derniers mois à améliorer son application mobile. Entre deux excuses. Oui, bien, entre plusieurs excuses. Et honnêtement, c'est rendu bon, mais ce qu'on voit dans les commentaires, c'est que les gens n'ont pas encore pardonné. Puis c'est pas clair. Je crois que beaucoup de monde ne pardonneront pas, en fait. As-tu un autre dérapage en tête? Intel n'a pas fait d'erreur particulièrement cette année. Cela dit, Intel on pourrait dire qu'Intel a raté quelques bateaux au cours des dernières décennies et demie. Là. Et tu parles de bateaux, on peut parler de paquebot. Là.
Ben, c'est ça, c'est ça. Et là, le fait de rater un peu l'IA, même si Intel est là, mais le fait qu'Intel n'a pas du tout de part de marché intéressante de ce côté-là, ça fait beaucoup de grogne. Puis là, la grogne, en fait que moi, j'ai l'impression qu'à peu près tout ce qui allait pas super bien avec Intel, on dirait que c'est perçu comme pire. Et Intel n'a eu aucun gros coup dans les dernières années non plus, alors ça aide pas. Donc, pour tout plein de raisons, comme dirait Martin Saint-Louis après une game des Canadiens, la chaîne a lâché cette année. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on voit, je trouve, avec Intel. Autre dérape, CrowdStrike, donc, qui a fait sa mise à jour et qui a donc des millions d'ordinateurs qui ont été inutilisables par la suite. Donc, ça, c'est quelques-unes des dérapes qui vraiment, je trouve, sont importantes là, cette année. Et puis, troisième groupe. Alors, je dirais secousse tectonique dans les réseaux sociaux. On ne peut pas dire l'arrivée de Blue Sky, mais c'est un petit peu ça quand même, là. Donc, la démocratisation de Blue Sky, pour moi, va entraîner des changements. C'est pas encore clair à quel point, c'est pas encore clair jusqu'où. C'est entre autres un des points qu'on peut voir. Il y a certainement une politisation des plateformes qui existent maintenant, qui n'existaient pas avant. Présentement, on a un peu Twitter qui est à la X, pardon, qui est en train d'aller vers la droite, Blue Sky qui s'en va plus vers la gauche. Et ce concept-là n'existait pas vraiment, il n'y a pas si longtemps. Il y avait quand même Rumble et True Social qui étaient un peu à la droite, là. Oui, mais c'était marginal. C'était ça la raison d'être, en fait, de ces réseaux-là. Donc, pour moi, c'était comme plus des groupes de discussion qu'un réseau social. Non, c'est ça. Puis, rappelons-nous, il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui avait publié sur Instagram un billet sur ce qu'étaient les réseaux sociaux avec l'exemple des beignes. Twitter était « Je mange un beigne maintenant ». Instagram était « Voici mon beigne ». YouTube était « Me voici en train de manger mon beigne ». Foursquare était « J'achète mon beigne ici », etc. Mais maintenant, Blue Sky, Twitter vient un peu comme changer ça. C'est plus... C'est pas sur X, on pourrait dire « Jaillit les beignes ». Jaillit les... Oui, avec d'autres mots aussi. Mais bref, c'est ça. Donc, ça, c'est un changement. Il y en a d'autres. Je crois que Threads va s'ajuster aussi par rapport à ça. C'est pas encore clair, ça va être où exactement, mais je veux pas apporter de conclusion tout de suite, mais je crois que cette secousse-là dans les réseaux sociaux, elle n'est pas terminée. Puis on est en train de la vivre maintenant. Et moi, je crois que Blue Sky est là pour rester. Je peux me tromper, mais je crois certainement que Blue Sky va avoir eu des impacts dans tous les cas et que ces impacts-là, on va encore les voir. Puis j'ai hâte de voir là, où tout ceci va s'arrêter. Tu parles des réseaux sociaux, puis je veux t'entendre là-dessus, parce que tu en as nommé plusieurs. Quel est celui en 2024 qui monte et quel est celui qui descend? Ben, c'est sûr que Blue Sky monte. On ne peut pas le voir autrement que ça. Celui qui descend, pour moi, puis là, je ne parle pas de chiffres, là, je parle juste d'impression. Là. Ouais. Pour moi, celui qui descend, c'est Threads. Je crois que, et même si probablement qu'objectivement, le nombre d'utilisateurs augmente. Là. On parle de 300 millions. Là, ouais. C'est ça. Puis donc, c'est plus de 10 fois plus que Blue Sky, mais l'intérêt en général, la participation, la présence, l'engagement, tout ça, c'est très moyen. Moi, quand j'ouvre Threads, habituellement, c'est juste parce que il y a quelque chose qui est passé par Instagram qui me fait aller là. Et je suis convaincu que la majorité des gens, c'est ça. Dès que je l'ouvre, on dirait que les gens chialent. C'est comme toujours un petit peu aussi... ils sont pas méchants, mais ils sont juste comme... Je trouve que ça chiale. C'est pas particulièrement agréable. J'ai pas l'impression, en fait, que Threads s'en va nulle part. Et certainement pas pour les besoins qu'une plateforme comme Meta a, qui a déjà Facebook, qui a déjà Instagram. Donc, moi, je pense que sur l'importance relative, même si Threads grossit, je crois que son importance reste relative vers où ça s'en va a diminué cette année. Maxime, tu as parlé d'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais savoir, toi, en 2024, l'IA, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Ben, ça m'a donné plus de jobs. Mais sinon... C'est déjà un impact. Ça a un gros impact. Non, j'utilise pas, mais oui, donc ça me donne du travail, ça me donne des choses à écrire. J'ai donné une conférence à l'Université de Montréal la semaine passée sur l'IA et le journalisme. Moi, personnellement, en tant qu'usage, j'utilise pas beaucoup. J'utilise des trucs spécialisés que j'utilisais déjà avant, là, par exemple la transcription d'entrevues. J'essaie beaucoup ChatGPT et Gemini, mais j'ai pas trouvé encore rien qui changeait mes façons de faire vraiment. Ouais.
Maxime Johnson, journaliste indépendant qui couvre la technologie. On le retrouve notamment dans l'actualité, le magazine de gestion et beaucoup d'autres publications. Merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Merci, Bruno. On se rend maintenant à Toronto rejoindre mon prochain invité, Carl-Edwin Michel. C'est un journaliste télé et radio spécialisé en technologie et jeux vidéo. Il est également producteur exécutif des Canadian Games Awards. Et c'est maintenant à son tour de partager avec nous ces grandes tendances techno qui ont marqué l'année 2024. Bonjour, Carl-Edwin Michel. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Carl-Edwin, si je te demandais 3 éléments qui ont marqué l'année 2024, ce serait quoi pour toi? Dans le domaine de la technologie, des jeux? Il y a pas mal de choses qui m'ont marqué dans le monde de la technologie cette année. Évidemment, on peut pas passer à travers l'intelligence artificielle, évidemment. Il y a eu beaucoup de choses dans le monde de l'intelligence artificielle. Mais plus particulièrement, de mon côté, ce qui m'a frappé, c'est tous ces modèles d'IA pour générer des images et des vidéos. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé par rapport à ces modèles-là. On a parlé évidemment de Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, mais tout dernièrement, en fait, dans les tout dernières semaines ou derniers jours, il y a même Amazon qui a présenté son nouveau modèle Nova Canva pour les images et Nova Reel pour les vidéos, mais aussi Google qui vient avec Imagen 3 et VO2. Donc, c'est vraiment une année où on a eu beaucoup de nouveaux modèles qui sont sortis de ce côté-là. Ça me fait rire parce que en 2023, à la fin de l'année, il y avait ce fameux vidéo de Will Smith qui mangeait du spaghetti. C'est vrai, c'est vrai. Et on est loin, là. On est vraiment... la technologie s'est beaucoup améliorée. Et là, c'est impressionnant. Faut que je me dis, d'ici une autre année, ça va être bluffant carrément ce qu'on peut faire avec cette technologie-là. Donc, ça, c'est une des choses qui m'a frappé. L'autre aussi qui m'a frappé, c'est les réseaux sociaux, mais surtout le côté Blue Sky. Parce que, bon, évidemment, on connaît beaucoup ce qui s'est passé avec X, avec Elon Musk qui s'est associé beaucoup avec Trump et les républicains du côté américain. Et ça a créé tout ce shift-là, cette plateforme-là qui avait été créée d'ailleurs il y a quelques années par l'équipe de Twitter. Ça n'avait pas fait de grandes vagues à l'époque, mais à l'automne, avec les élections, c'est là qu'il y a eu un exode, si on veut, là, des gens sur X qui sont passés vers cette nouvelle plateforme-là. Moi, j'ai commencé à regarder ça aussi. Au début, c'était comme, bon, on va aller voir. Puis là, il semble avoir vraiment une vague de ce côté-là. Donc, le côté réseaux sociaux, tu me connais, Bruno, je parle beaucoup de jeux vidéo. Je serais déçu si tu n'en parlais pas. Le monde du jeu vidéo, évidemment, au début de l'année, même pendant l'année, ça a été un peu difficile du côté des mises à pied, des studios. Il y a eu énormément malheureusement, de nouvelles un peu négatives de ce côté-là, des changements aussi au Québec, point de vue des subventions ou du support pour les studios de jeux vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu négatif. Mais le côté positif, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus des jeux qui sont adaptés plutôt pour le monde de la télévision ou du grand écran, petit écran. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. On commence à en avoir de plus en plus, puis ils deviennent de plus en plus de qualité. C'est ça qui est impressionnant. Donc, on a des titres comme Sonic, des Hedgehog 3 qui sont sortis, Arcane, la série pour League of Legends qui est sortie sur Netflix. On peut pas passer à côté de Fallout, la lettre d'amour de Secret Level, des petites capsules qui parlent de différents jeux vidéo qui est sorti dernièrement. Yakuza Like a Dragon. Donc, il y en a vraiment énormément de jeux comme ça qui sont portés au petit ou au grand écran. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir ça. Donc, c'est un petit baume sur les plaies par rapport à ce qui s'est passé dans le monde du jeu vidéo cette année. C'est une industrie quand même qui est toujours en pleine effervescence. C'est juste un peu dommage les changements au point de vue employé, si on veut. Mais on espère que ça va se rétablir. Donc, c'est un peu ça, les 3 éléments, si on veut, qui m'ont touché ou marqué pendant l'année. Il y a plein d'autres choses, évidemment, mais je pourrais dire que ce sont ces 3-là de mon côté. Tu as mentionné Blue Sky, tu as mentionné X. Si je te dis les réseaux sociaux, il y en a plein. Celui qui monte, celui qui descend en 2024.
Bonne question, bonne question. Celui qui monte, je pourrais dire tout de suite Blue Sky, c'en est un qui monte. Thread aussi, qui en est un qui monte beaucoup de ce côté-là. Donc ça, je pourrais dire que ça fonctionne très bien. X, je dirais pas que X descend, je dirais qu'il y a vraiment un changement dans les utilisateurs il commence à avoir beaucoup de monde qui viennent vers X, comme il y en a plein qui sortent vers nos plateformes. Donc ça, je pourrais voir. Une qui descend un peu et qui va peut-être un peu m'inquiéter, c'est TikTok, qui est une plateforme qui pourtant est très en santé, mais avec tout ce qu'on discute autour, là, il y a tout le côté plutôt politique autour de TikTok qui peut être un peu inquiétant. On a quoi, quelques semaines, encore au début janvier, je pense, 19 janvier aux États-Unis pour voir ce qui va se passer. Ici au Canada, malheureusement, on a plusieurs personnes qui devraient perdre leur emploi. Ils veulent fermer les bureaux de TikTok au Canada. Donc ça, ce serait peut-être le côté un peu plus inquiétant, si on veut, là, du côté des réseaux sociaux. Tu mentionnais l'intelligence artificielle, les différents modèles que tu as vu passer cette année. L'IA, dans ton métier à toi, est-ce que ça change ton quotidien? Ça change mon quotidien. Écoute, Bruno, c'est très intéressant. Tu sais, je suis chroniqueur techno, mais aussi je fais beaucoup de voice-over pour des clients corporatifs. Et une chose l'IA, moi, qui m'a beaucoup aidé cette année, c'est la production de voice-over pour des scripts qu'on m'envoie. J'utilise une plateforme qui s'appelle Eleven Lab. D'ailleurs, je travaille un peu avec eux, ce qui permet j'ai créé en fait ma voix. C'est parfait. En fait, c'est les mêmes intonations, c'est assez impressionnant. Ce qui fait que maintenant, je fais juste lui fournir le texte, le script qui a été écrit ou soit par moi ou en collaboration avec le client. Et je prends ce texte-là, je le mets dans la machine, comme on dit, et puis ça me produit ma voix, le texte bien lu, presque sans erreur. Des fois, s'il y a des petits trucs ici et là qui a changé, je modifie, mais ça me permet d'être beaucoup plus productif, donc de créer beaucoup plus, de prendre moins de temps aussi. Hein. On sait comment c'est qu'on fait de la voix. Il faut des fois répéter plusieurs fois son script pour être sûr que ça soit parfait. Et là, en quelques minutes, c'est fait. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, moi, de mon côté, ça a été la grande révélation pour moi du côté IA, comment ça m'a aidé beaucoup dans mon travail. Carl-Édouard Michel, journaliste indépendant qui couvre la technologie et le jeu vidéo et en plus qui est producteur exécutif des Canadian Games Awards. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps à travers tout ce qui se passe là en cette fin d'année. Et puis, je te dis à bientôt. Merci Bruno, à la prochaine. Juste avant de terminer cette édition un peu spéciale de Mon Carnet, une dernière collaboration de Stéphane Ricoul pour cette année. Question de vous donner un peu plus à penser après une émission pas mal chargée. Stéphane nous propose une réflexion sur la face cachée de notre dépendance numérique. Le numérique fait partie intégrante de nos vies et de nos entreprises. J'ai pas besoin de vous convaincre de cela. Vous savez déjà que le numérique est à la fois un outil puissant et un moteur d'innovation incontournable. Vous êtes aussi probablement sensibilisé aux impacts qu'il peut avoir sur notre environnement, sur nos ressources et par extension, sur notre avenir collectif. Mais aujourd'hui, je veux qu'on prenne un moment pour réfléchir ensemble à une question cruciale. Est-ce que nous faisons vraiment tout ce qu'il faut maintenant pour adopter un numérique responsable? Et surtout, est-ce que nous avons pleinement conscience de l'urgence de la situation? Quand on parle de numérique responsable, on imagine souvent une série de bonnes pratiques à adopter. Optimiser ses usages, recycler ses appareils, consommer moins de données. Et c'est vrai, ces gestes comptent. Mais si je vous parle d'urgence, ce n'est pas parce que je veux qu'on en reste à ces ajustements marginaux. Je parle d'un changement profond, d'un virage qui doit être pris, et vite. Parce que les chiffres sont là, et ils sont clairs. Aujourd'hui, le numérique représente environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si on ne change rien, ce chiffre pourrait doubler d'ici 2030. Cela signifie que dans moins d'une décennie, nos technologies, celles que nous utilisons au quotidien et sur lesquelles reposent nos entreprises, pourraient devenir
l'un des plus grands contributeurs au changement climatique. Et ce n'est pas qu'une question de centres de données ou d'infrastructures massives, même si leur impact est indéniable. Les géants de la technologie comme Amazon envisagent désormais de recourir à des mini-réacteurs nucléaires pour alimenter leur data center. Oui, c'est une solution pour réduire les émissions de CO2. Mais est-ce que cela répond vraiment à la question fondamentale? Comment faire en sorte que nos technologies consomment moins? À mes yeux, l'enjeu est beaucoup plus vaste. Il ne s'agit pas seulement d'atténuer les impacts du numérique, mais de repenser totalement notre manière de concevoir et d'utiliser ces outils. Dans les entreprises, nous avons un rôle clé à jouer. Vous le savez aussi bien que moi. Chaque décision technologique a des implications qui vont bien au-delà de l'entreprise elle-même. Choisir une infrastructure IT, adopter un nouveau logiciel, déployer un outil de collaboration, chacune de ces décisions a un coût énergétique et environnemental. Mais dans ce contexte, adopter une démarche de sobriété numérique n'est pas un luxe, ni une contrainte. C'est une opportunité. C'est une manière de se démarquer, de renforcer la résilience de nos organisations et de répondre aux attentes croissantes de nos employés, de nos clients et même de nos investisseurs. Combien d'entre nous stockons des données au cas où, sur des serveurs distants, sans jamais les utiliser? Ce stockage inutile a un coût, et pas seulement financier, il a un coût environnemental. Réduire ces pratiques, c'est non seulement adopter un numérique plus responsable, mais aussi optimiser nos processus, rationaliser nos outils et en fin de compte améliorer notre performance. La sobriété numérique, ce n'est pas renoncer à l'innovation, c'est la rendre plus intelligente, plus ciblée. Mais la responsabilité s'arrête pas là. Ce virage ne se joue pas uniquement dans les grandes entreprises ou dans les data centers des géants du numérique. Il commence aussi dans nos foyers, dans nos vies quotidiennes. Et là encore, je ne vous apprends rien. Vous savez que le simple fait de visionner une vidéo en streaming consomme de l'énergie. Vous savez que chaque requête faite auprès de ChatGPT ou n'importe quelle autre intelligence artificielle a un impact. Mais ce que je veux souligner, c'est que ces petits gestes au quotidien, s'ils sont multipliés à grande échelle, peuvent réellement faire une différence. Imaginez un monde où chaque entreprise, chaque foyer, chaque individu adopte des pratiques numériques responsables. La réduction collective des émissions pourrait être colossale. Je crois aussi que nous devons être plus exigeants envers nous-mêmes lorsqu'il s'agit de nos appareils électroniques. Au lieu de remplacer systématiquement nos téléphones, tablettes ou ordinateurs dès qu'ils semblent dépassés, demandons-nous si nous pouvons prolonger leur durée de vie. En tant que société, nous avons trop souvent adopté une mentalité de surconsommation qui ne correspond plus à la réalité de nos ressources planétaires. Recycler nos appareils, les revendre, les reconditionner, ce sont des gestes simples mais essentiels pour réduire l'impact environnemental de nos technologies. Et puis, il y a le Québec. Ici, nous avons des atouts uniques. Notre énergie est majoritairement renouvelable et nous avons une expertise technologique de pointe. Pourtant, soyons honnêtes, nous sommes encore à la traîne en matière de numérique durable. Trop d'entreprises hésitent à investir dans des pratiques responsables, soit par manque d'information, soit par crainte que cela ne soit coûteux ou incompatible avec leurs objectifs. Mais je suis convaincu que c'est une erreur de perception. Non seulement le numérique responsable est compatible avec la performance, mais il peut en devenir un levier. Des études montrent que les entreprises qui adoptent ces pratiques gagnent en attractivité, en innovation et même en rentabilité à long terme. Ce n'est pas un fardeau, c'est une opportunité stratégique. Cela dit, pour réussir, il faudra une action concertée. Les entreprises doivent faire leur part, mais les gouvernements ont également un rôle crucial à jouer. Je regarde ce qui se passe en Europe avec beaucoup d'intérêt. Leurs initiatives montrent qu'il est possible de créer un cadre réglementaire qui encourage l'innovation tout en imposant des standards environnementaux élevés. Le Québec pourrait s'inspirer de ces approches pour établir ses propres normes et incitatifs. Enfin, je veux insister sur un point. Le numérique peut être aussi une solution.
pas seulement un problème. Lorsque nous utilisons ces technologies de manière intelligente, elles peuvent contribuer à la transition écologique. Par exemple, des capteurs connectés peuvent optimiser la gestion énergétique des bâtiments, réduisant ainsi leur consommation. Dans le secteur des transports, des plateformes numériques permettent de planifier des trajets plus efficaces et réduire ainsi les émissions. Ici au Québec, avec notre énergie propre et renouvelable, ces innovations pourraient avoir un impact encore plus grand. Alors voilà, ce que je veux que vous reteniez. Nous savons que le numérique responsable est important, mais maintenant il est temps d'agir. Ce n'est pas un sujet de demain ni d'après-demain, c'est un enjeu d'aujourd'hui. Ensemble, entreprises, gouvernements, citoyens, nous avons une responsabilité partagée. Nous avons aussi une chance unique de transformer ce défi en une opportunité de construire un avenir où technologie et durabilité se renforcent mutuellement. Alors, commençons dès maintenant. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, aujourd'hui, parce que l'urgence est réelle et parce que nous avons les moyens d'y répondre. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à mes invités, puis merci à mon collègue Stéphane Ricoul pour sa présence. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Au nom de tous mes collègues, je vous souhaite une bonne fin d'année 2024 et puis surtout un bon début de 2025 avec de la santé. Nous, on se retrouve vendredi prochain, le 3 janvier, pour une édition spéciale pré-CES de Las Vegas de Mon Carnet. Au revoir, portez-vous bien.